Bienvenue sur le webinaire du réseau professionnel de la formation. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'animer un webinaire sur le thème de l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap en formation. Donc, pour animer ce webinaire, je vais être accompagnée par deux de mes collègues, que je laisse se présenter. Bonjour, Nelly Cornolo, je suis conseillère en formation professionnelle et référente handicap pour les réseaux des Greta et notamment je suis basée à l'Académie de Créteil. Oui, bonjour, donc Anne Caillavet, je suis conseillère en formation professionnelle au Greta Météor de Paris et j'anime un pôle en particulier dédié aux personnes en situation de handicap et encore plus en particulier pour les personnes atteintes de surdité. Donc les personnes sourdes malentendantes. Voilà, donc nous avons une expertise autour de l'accueil des personnes en situation de handicap depuis 30 ans. Voilà. Merci Anne et Nelly. Moi-même, je suis Christelle Denis, conseillère en formation professionnelle, référente handicap pour le réseau de la formation professionnelle de l'Académie de Versailles. Donc nous allons passer une petite heure ensemble au cours de cette heure, nous allons vous présenter et vous parler du réseau des Greta Île-de-France, comment notre réseau est engagé en faveur de l'inclusion. Quand on parle d'accessibilité, de quoi parle-t-on? On va vous expliquer comment le réseau accompagne nos apprenants avant, pendant et après la formation, en illustrant cet accompagnement par des exemples de stagiaires qui ont intégré nos dispositifs. Voilà. Donc, pendant ce webinaire, ce que nous vous proposons, nous allons vous présenter ces différents points et ensuite, nous vous proposons d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. Voilà, écoutez, nous allons démarrer ce webinaire. Tout d'abord, en vous expliquant et en vous présentant pourquoi le réseau des Greta Île-de-France est un acteur engagé pour l'inclusion. Donc déjà, le réseau de la formation professionnelle est engagé en faveur de l'inclusion et donc des personnes en situation de handicap. Déjà parce que nous avons une mission de service public. Nous sommes rattachés au ministère de l'Éducation nationale et à ce titre, l'intérêt général et l'accès équitable aux services essentiels comme l'accès à l'éducation fait partie de notre ADN. Ensuite, notre mission est d'assurer la formation continue des adultes et donc d'accompagner et de former des publics variés sur les champs à la fois sur la formation, donc l'accueil, l'orientation, l'accompagnement pendant la formation et également favoriser son insertion professionnelle. Deuxièmement, c'est un engagement qui est inscrit c'est une démarche qui est aussi réglementaire, qui est inscrit dans nos processus qualité avec des indicateurs spécifiques qui nous permettent d'attester que nous accompagnons nos apprenants en situation de handicap, par des labels qui s'appellent Eduform, qui s'appellent également Calliope. On en parlera juste après quand on va parler de la législation. Et puis, nous avons également une démarche volontaire puisque l'ensemble des réseaux des Greta et des CFA académiques, plus largement des GIP insertion, ont signé une charte d'engagement avec la GFIP, la GFIP étant une association qui œuvre pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et donc, nous avons signé une charte d'engagement visant à développer l'accessibilité de notre offre de formation et à être en démarche d'amélioration continue sur cet axe. Alors, comment se concrétise cet accompagnement? Tout d'abord, dans chacune de nos structures, nous avons des référents handicap qui sont identifiés, et qui sont donc des interlocuteurs privilégiés pour si vous êtes candidat, pour vous candidat, si vous êtes structure d'accompagnement et d'orientation, référent parcours de mission locale, France Travail, MDPH, voilà, ou toute autre structure d'accompagnement de personnes en situation de handicap, vous pouvez prendre contact avec nos référents handicap
pour que l'on puisse intégrer le plus possible en amont les personnes en situation de handicap au sein de nos dispositifs de formation. Vous trouverez les coordonnées de nos référents handicap sur nos sites internet ou sur les fiches formation de chacune de nos structures. Les missions de nos référents handicap consistent à accompagner en interne nos collègues pour favoriser l'entrée en formation des personnes en situation de handicap, de co-construire avec les référents parcours et des interlocuteurs qui sont identifiés pour favoriser le parcours de formation, coordonner les partenaires et si pour suivre la formation, vous avez besoin de financement spécifique, on va rentrer dans le détail d'aménagement. Donc, nous sommes votre interlocuteur pour intervenir auprès des OPCO, de la GFIP, pour obtenir des financements pour mettre en place les compensations dont vous aurez besoin pour suivre la formation. Donc à l'écran, donc vous voyez apparaître l'adresse mail des référents handicap, puisque le réseau de la formation professionnelle, ça regroupe au niveau de la région Île-de-France, ce sont 3 académies, 10 GRETA, 3 CFA académiques. Donc, vous avez un référent handicap pour chacune de ces structures, sachant que chacune de ces structures a une offre de formation à la fois commune et à la fois spécifique. Le référent handicap et l'ensemble de nos collègues ont aussi des relations et des collaborations étroites avec d'autres acteurs du handicap. Donc, j'en ai parlé précédemment. Donc, effectivement, pour tout ce qui concerne l'orientation et l'accompagnement des personnes en situation de handicap qui veulent reprendre une formation, nous allons travailler avec des associations locales, les Cap Emploi, les missions locales, les maisons départementales pour les personnes en situation de handicap. Nous allons, au niveau des financements et de la professionnalisation de l'ensemble de nos collaborateurs, travailler avec 2 structures qui sont importantes, qui sont l'AGFIP ou le FIPHFP. Et puis, plus globalement, donc, concernant le retour à l'emploi, nous allons pouvoir travailler avec des associations comme l'ARPEJ, qui vise à accompagner les personnes en situation de handicap pendant les parcours de formation, ceci afin de favoriser le retour à l'emploi. Donc, ce sont des structures qui peuvent vous mettre en relation avec des référents handicap dans des grandes entreprises. Nous sommes également signataires d'une convention qui s'appelle Atout pour tous, qui œuvre également à favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap en vous mettant en relation avec des entreprises, en favorisant la diffusion des offres d'emploi, la diffusion d'offres de stage. Voilà au niveau de notre réseau. Au niveau de l'accessibilité, en fait, de quoi on parle quand on parle d'une offre accessible? Alors, tout d'abord, donc l'accessibilité, c'est un droit et donc c'est inscrit dans la loi et c'est devenu une obligation pour les organismes de formation. Donc voilà, donc je vais rien vous apprendre. Ça a déjà été inscrit par la loi du 11 février 2005 où il a été inscrit que les personnes handicapées accèdent aux mêmes droits que tout autre citoyen et disposent des mêmes chances de réussite. Donc, c'est l'égalité pour tous. Cette loi a été renforcée par la loi du 5 septembre 2018 pour les organismes de formation, qui est la loi de choisir son avenir professionnel et qui impose aux organismes de formation l'obligation, sous des conditions raisonnables, d'accueillir toute personne en situation de handicap dans les formations de droit commun. Donc, en fait, ça permet de rendre la formation accessible. Et accessible, ça veut dire quoi? C'est l'adapter aux besoins des apprenants en situation de handicap. Et cela, donc, on va le faire en individualisant les parcours de formation selon les besoins que les personnes en situation de handicap vont nous communiquer. On va maintenant donc illustrer cet accompagnement du réseau de la formation professionnelle par les process que nous mettons en place pour accompagner les apprenants
avant la formation, avant leur entrée en formation, pendant la formation et à l'issue du parcours de formation. Donc, je laisse la parole à ma collègue Nelly. Oui, alors faut bien avoir en tête que ce type de parcours, il est vraiment sur mesure et ils ne sont pas identiques d'une personne à l'autre. Nous, ce que nous avons besoin de savoir pour pouvoir vous accompagner au mieux tout au long de votre parcours, donc dès le recrutement jusqu'à votre entrée en emploi, ce sont vos contre-indications médicales. Donc c'est vraiment des éléments qui sont confidentiels, qui restent voilà à la main des personnes référents handicap ou coordinatrices de parcours auxquelles vous allez pouvoir faire part de cette situation et des limitations ou besoins d'aménagement que vous avez. Le principal, j'ai envie de dire, c'est que vous soyez en confiance par rapport à ces éléments que vous allez nous donner et que vous puissiez nous les donner le plus tôt possible pour que nous puissions mettre nous en place toutes les mesures dont vous avez besoin, notamment en termes d'aménagement ou d'appel à des partenaires qui viendraient compenser via une aide humaine, par exemple, les besoins que vous nous auriez évoqués. Donc voilà, le maître mot, c'est vraiment bien garder en tête que ce sont des situations sur mesure que nous aménageons et que tout cela reste évidemment confidentiel entre vous et la personne qui vous accompagne et que il faut vraiment nous le dire le plus tôt possible pour que vous puissiez suivre votre parcours dans les meilleures conditions. L'idée, c'est d'éviter évidemment les ruptures de parcours, que vous soyez en difficulté vous-même et que vous soyez contraint de ne pas pouvoir poursuivre et que les formateurs qui sont en face de vous vous délivrent pas une formation qui soit totalement, j'ai envie de dire, compatible avec votre problématique. Voilà, l'idée c'est que ce soit à la fois pour vous et pour nous que la prestation puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Donc, pour concrètement vous décrire comment se passe votre parcours, donc avant la formation, vous avez l'opportunité, Christelle vous l'a dit tout à l'heure, de prendre contact directement avec un référent handicap ou de signaler votre situation lorsque vous êtes orienté vers l'une de nos formations pour dire voilà, je suis en situation de handicap, je souhaiterais me positionner sur une formation pour pouvoir ne serait-ce que venir à votre centre ou participer à une information collective de recrutement. J'ai besoin d'un aménagement spécifique. Donc nous, ça va nous permettre vraiment d'anticiper votre arrivée. Une fois que on a anticipé cette première phase, l'idée c'est que vous suiviez tout le chemin classique d'un apprenant. Et que vous puissiez, comme nous le faisons pour les autres apprenants, passer les étapes donc de validation de projet professionnel. L'idée c'est que on aménage une formation sur laquelle vous avez vraiment validé votre projet, à la fois sur la représentation du métier que vous puissiez avoir et sur la compatibilité avec votre situation personnelle. On va essayer de se projeter en fait avec vous sur chaque étape, sur chaque détail de votre parcours, que ce soit sur les conditions pédagogiques que vous allez rencontrer, sur la période de stage en entreprise, sur votre vie au sein de nos établissements, parce que il n'y a pas que la période où on est en face à face avec les formateurs, il y a aussi des périodes qui sont en plateau technique, il y a aussi toute votre vie, se restaurer, aller sur nos sanitaires et autres que l'on va vraiment réfléchir avec vous. L'idée, c'est aussi que vous puissiez à ce moment-là nous transmettre toutes les données que vous avez déjà eues, soit de par une précédente formation que vous avez pu réaliser, soit de par un accompagnement que vous avez eu avec un opérateur spécialisé, un Cap Emploi, ou un opérateur spécialisé dans votre typologie de handicap qui aura lui-même évalué les besoins de compensation dont vous allez avoir besoin. Plus on a d'éléments, en fait, en amont sur votre situation, plus on va pouvoir adapter au mieux et éviter les écueils ou les choses qu'on n'aurait pas pu anticiper, voilà, les surprises, on va dire, durant le parcours, pour que tout se passe pour le mieux. Une fois que on a validé tout ça avec vous, à la fois d'un point de vue administratif, d'un point de vue technique et opérationnel, nous on va mettre en œuvre les demandes de financement auprès de la GFIP s'il y en a. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous demande d'avoir beaucoup, en tout cas de prévoir en amont le plus possible les éléments et en tout cas de nous les dire au plus vite dès le premier contact idéalement
car parfois les demandes de financement auprès de la GEFIP peuvent prendre 2 mois. Donc vous voyez bien que si on est en phase de recrutement juste avant le démarrage de la formation, vous pouvez rester un temps sans aménagement, ce qui va vous pénaliser en tout cas dans le suivi de votre formation. Une fois qu'on a tout ce qu'il faut et qu'on est prêt, on peut vous faire démarrer la formation. Et puis dans ces cas-là, on va mettre un accompagnement renforcé pour vous suivre. Alors, on suit tous nos stagiaires, quels qu'ils soient entre guillemets, mais on va avoir une attention particulière pour vérifier que tout ce qu'on a prévu lors du sorte de diagnostic qu'on va avoir fait avec vous sur les aménagements qu'on aura mis en place, que ces aménagements soient bien opérationnels et qu'ils soient bien adaptés à votre situation et qu'il y ait possiblement des ajustements à faire parce que il y a quelque chose qui finalement soit ne fonctionne pas, soit ne correspond pas comme vous l'espériez, soit au final vous arrivez à vous débrouiller autrement et on n'utilise pas quelque chose. Donc c'est très important qu'on puisse régulièrement faire le point, que on puisse faire le point avec les formateurs, avec l'équipe encadrante qui vous suit au quotidien et qui vous voit au quotidien pour que il n'y ait pas de rupture dans le parcours et que vous soyez pas dans une situation un petit peu qui serait pas satisfaisante et qui mette en péril le déroulé de votre formation. Au niveau des adaptations pédagogiques, pareil, ça sera du sur-mesure. Ça peut être vous transmettre les supports en amont, par exemple, les mettre dans un caractère ou jouer sur les contrastes. Ça peut être mettre en place une prise de notes. Ça, on pourra voir dans le détail les types d'aménagements qui existent. Mais l'idée, c'est qu'on soit au plus près de votre besoin individuel, évidemment, pour que vous puissiez avoir vraiment toutes les clés en main pour réussir. Une fois que tout ça est fait, on aménage également les examens. Chaque certificateur a une procédure, en fait, pour aménager les examens. Et donc, on va vous demander, par exemple, si vous passez un diplôme de l'éducation nationale, de vous rendre chez un médecin homologué qui va valider les préconisations d'aménagement aux examens qui seront mis en place spécifiquement pour vous. C'est vrai, quand on parle d'examen, on pense très souvent au tiers-temps, mais il y a énormément d'autres aménagements possibles. Le tiers-temps, c'est pas forcément automatique. Il faut que ce soit adapté à votre situation. On va pouvoir peut-être reformuler une consigne écrite à l'oral parce que vous seriez en difficulté pour lire. Il y a tout plein de choses qui sont possibles de faire pour que vous ayez les meilleures chances de réussite lors des examens. Une fois que vous avez validé votre certification, votre diplôme, votre titre professionnel ou votre diplôme d'État, par exemple, on continue l'accompagnement comme on le fait pour tous nos stagiaires pendant la période de formation en milieu professionnel, donc soit en stage, soit ensuite après la formation, pour que les éléments soient aussi pris en compte sur le champ de l'entreprise. Donc très souvent, si c'est une grande entreprise, on se met en relation avec les missions handicap de l'entreprise ou avec la direction de l'entreprise pour nous assurer que les aménagements qui existent sur le centre de formation puissent être également mis en place pendant votre période en entreprise. Pareil, une fois que vous avez validé votre diplôme et que vous êtes à la recherche d'un emploi, l'idée, c'est de vous accompagner dans cette mise en relation avec les structures dédiées au placement spécialisé. Par exemple, je pense à Cap Emploi. Ça peut être Arpège également, comme le disait Christelle tout à l'heure, ou des grandes missions handicap qui nous font part de leurs besoins. Vous donnez des sites dédiés également. La GEFIP a tout un réseau d'entreprises handi accueillants qui pourront vous accompagner à ce sujet. Et il y a également France Travail qui met en place un système de badge où vous pouvez sur votre à votre souhait déclarer que vous êtes en situation de handicap, et toutes les entreprises qui seront elles-mêmes déclarées handi accueillantes pourront voir que vous êtes en situation de handicap et vous recruter de façon facilitée. Donc c'est quelque chose qui s'est mis en place récemment et qui, je pense, facilitera les choses en termes d'entrée en emploi. Donc, pour vous donner quelques exemples sur les types d'adaptation pédagogique qu'il est possible de mettre en place en fonction toujours de vos besoins. Donc, on peut jouer sur les rythmes. Par exemple, si vous êtes fatigable ou que vous avez des rendez-vous médicaux à programmer, on peut essayer soit d'aménager la formation sur 2 ans au lieu de 1 an, pour que vous soyez là que sur une partie de l'année ou que sur une partie de la semaine,
ou que le matin ou que l'après-midi, par exemple. On peut également vous aménager des pauses plus régulières dans la journée. Et puis, gérer vos absences. C'est toujours important de nous dire pourquoi vous êtes absent et de prévenir la coordonnatrice pour que se dise pas il a oublié de se lever ce matin ou qu'est-ce qui se passe, mais de nous dire que non, vraiment, peut-être que vous êtes attendu pour une dialyse ou que vous êtes attendu pour un suivi médical. Donc la transparence est évidemment importante en ce sens pour qu'on puisse nous réaménager votre parcours au mieux. Il y a aussi les contenus, les supports méthodologiques, c'est-à-dire qu'en fait l'objectif c'est de faire en sorte que pédagogiquement les cours, les supports soient adaptables pour que les apprenants puissent en emparer. Donc par exemple, on peut avoir quelqu'un qui a du mal, par exemple, à voir, par exemple, et ça peut être très important pour cette personne qu'on adapte les supports pour que cette personne puisse avoir accès donc à la lecture, par exemple. Si je parle des sourds, que je connais bien, l'accessibilité des supports, ça va être que s'il y a des vidéos, il vaut mieux qu'il y ait un sous-titrage, parce que si sur la vidéo on n'a que de l'oral, les sourds ne vont pas l'entendre. Donc c'est ça l'accessibilité, c'est faire en sorte que la personne puisse comprendre et avoir accès à ces supports pédagogiques. Donc ça veut dire que pour ça, on adapte des supports, ce sont les équipes pédagogiques qui font ça, mais elles adaptent aussi les méthodes. C'est clair qu'il y a certains publics pour lesquels que de la version papier, c'est pas bien. Que de la version, par exemple, en distanciel, c'est pas possible. Donc il vaut mieux faire, par exemple, dans ce cas-là, aussi du mix, c'est-à-dire on fait un peu de l'un, un peu de l'autre. L'idée, c'est de pouvoir adapter chaque fois en fonction des besoins. Mais ça, c'est possible parce que les personnes le disent. C'est-à-dire que c'est bien parce que la personne qui est en situation de handicap, en général, elle sait très bien de quoi elle a besoin. Elle l'a déjà dit à l'entretien de recrutement, mais en fait, il faut le répéter au fil de la formation au formateur et à la référente handicap. Parce que quand on essaie d'adapter quelque chose, ça marche pas bien, il faut le dire. Et puis il faut dire de quoi on a besoin. Ça, c'est en général les personnes qui sont elles-mêmes en situation de handicap, elles le disent très clairement. Elles savent très bien de quoi elles ont besoin. Donc c'est ça, cette adaptation des contenus, des méthodes de travail, plus de distanciel, moins de distanciel. Par exemple, Nelly, tu parlais de la gestion des absences. Peut-être que la personne peut mettre ça en relation avec le fait de faire plutôt du distanciel. Parce que pour elle, ce serait plus confortable de faire du distanciel le matin, de venir l'après-midi en présentiel. Voilà. Mais tout ça, il faut discuter avec les formateurs et avec l'équipe pédagogique. Ensuite, tu as dit précédemment aussi, Nelly, qu'il y avait les temps d'évaluation. Là, c'est pareil. On peut tout à fait adapter ça. Il y a plusieurs types d'évaluations. Il va y avoir les évaluations en cours de formation. Ça se gère avec l'équipe pédagogique. Et l'équipe pédagogique, elle a déjà mis en place pour les supports, les outils, les rythmes, elle a déjà mis en place des adaptations. Au moment des évaluations ECF ou CCF, ça va être très facile à faire. Parce que ça, il va falloir que les CIEP le mettent en place. Donc plus tôt on les prévient, et mieux c'est. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir adapter ? On va adapter donc l'accessibilité déjà des épreuves, des supports. Est-ce qu'une personne lit bien sur ordinateur ou est-ce qu'elle a besoin plutôt d'une version papier ? Est-ce qu'elle a besoin d'un preneur de notes, par exemple, qui va l'aider à rédiger, enfin qui va pas l'aider à rédiger, mais elle va écrire à la place d'une personne qui a un handicap. Bon. Donc tout ça, il faut pouvoir faire en sorte que l'accessibilité du support d'évaluation soit posée. Ensuite, il y a le fameux tiers-temps. Mais le tiers-temps, c'est pareil, tu l'as dit déjà, Nelly, il faut effectivement le déclarer à l'avance parce qu'il faut aller voir un médecin qui va faire les démarches qui va permettre de faire les démarches administratives avec une attestation médicale. Peut-être on peut préciser ce que c'est que le tiers-temps, parce que c'est vrai que c'est une expression qui est connue, c'est une majoration du temps, en fait, c'est un temps supplémentaire qui vous est donné additionnel, en fait, au temps d'examen. C'est ça. Donc si vous avez 1 heure, par exemple, d'évaluation, vous avez un tiers-temps, ça vous fait 20 minutes en plus. Voilà. Donc ça fait finalement 1h20 d'épreuve au lieu d'1 heure. Mais c'est pas 20 minutes comme ça. C'est bien parce qu'il peut y avoir, par exemple, du temps nécessaire pour le preneur de notes. Vous voyez qu'il y a une interaction entre le preneur de notes et la personne, le candidat à l'épreuve. Ben ça va prendre un peu plus de temps. Donc ça peut être ça. Pour les dyslexiques, ça va être, par exemple, d'avoir plus de temps pour, pareil, pour la consigne, mais aussi pour rédiger, se relire. Donc ça, c'est les adaptations du temps. Puis
Notre type d'accessibilité de l'évaluation, c'est l'aide humaine. Donc l'aide humaine, c'est le preneur de notes, mais ça va être aussi, par exemple, l'interprète pour les personnes sourdes. Ça, c'est fondamental. Sinon, passer un oral quand on est sourd et qu'on s'exprime en langue des signes française, il faut forcément qu'il y ait un interprète. Bon, tout ça, ça fait partie des aides humaines. Donc tout ça, c'est l'accessibilité des évaluations qui est dans le prolongement de l'accessibilité de la formation. Donc pour tout ça, de quoi on a besoin? On a besoin de mettre en place un matériel adapté et d'adapter aussi l'environnement de formation. Il y a 3 critères dans l'accessibilité. Il y a l'accessibilité du bâti, les locaux, il y a l'accessibilité de la formation, ce qu'on a décrit avec l'évaluation, les supports pendant la formation, et puis il y a l'accessibilité numérique. Donc quand on parle de l'accessibilité des locaux, c'est quoi? C'est qu'en fait, toute personne doit pouvoir avoir accès aux locaux, même si c'est au 3e étage. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un ascenseur, par exemple. Maintenant, l'accessibilité, c'est ce qu'on appelle aussi l'accessibilité raisonnée, c'est dans la mesure aussi où l'établissement peut mettre en place cette accessibilité. Par exemple, on a, si on est dans un établissement qui est un établissement classé au patrimoine, il y en a un dans Paris sur le DAVM, bon, on ne peut pas casser les murs, il est classé historiquement et classé, bon, on ne peut pas. Ça veut dire que c'est l'organisme de formation qui va devoir se déplacer sur un autre site où il va y avoir une accessibilité par ascenseur. Ce qui va permettre aux candidats d'avoir accès aux locaux. Alors s'il faut, on va déplacer tout un groupe. Donc ça, c'est l'accessibilité des locaux à l'externe dans les locaux. Donc à l'externe, ça va être des rampes, par exemple, d'accès à l'ascenseur. Ça va être l'ascenseur. Dans les locaux, ça peut être l'accessibilité des toilettes avec des portes suffisamment larges pour faire passer un fauteuil. Ça va être pour les sourds des signaux lumineux à la place des signaux sonores, puisqu'ils n'entendent pas. Ça va être l'accessibilité aussi, la mise en conformité d'une salle pour quelqu'un qui est malvoyant et qui a des problèmes avec la lumière. Si la lumière la veut, il faut mettre des rideaux qui tamisent, mais ça en général ça existe aussi. Voilà. Bon. Donc tout ça c'est mettre aux normes, si vous voulez, l'accessibilité des locaux. Ensuite on peut faire une accessibilité par les moyens tels que des fauteuils ergonomiques adaptés, un matériel adapté. Ça peut être un ordinateur qui est adapté pour un malvoyant avec une clé USB. Si c'est trop petit, il y a des logiciels qui existent, ça agrandit. Donc la personne malvoyante, au lieu d'avoir une police, je ne sais pas moi 12, elle va avoir une police 16 ou 20, et comme ça elle pourra lire les supports. Et puis enfin, il y a aussi tout ce qui va être, je dirais, l'acculturation des équipes, l'acculturation du groupe. En général, l'expérience que je peux avoir des collègues différents sur le handicap et qu'on a nous ici, c'est que en général les personnes sont bien accueillies. Simplement il faut être, je dirais, après c'est chacun qui choisit. Mais c'est vrai que si on est transparent, ça va, ni les équipes ni les groupes ne sont contre. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de souci avec ça. Simplement il faut le dire au début, mais on n'est pas obligé de le dire. Il n'y a aucune obligation. C'est comme on le sent. Si vous sentez que vous ne voulez pas trop le dire maintenant, vous ne le dites pas. Si vous voulez l'évoquer tout de suite lors d'intégration, vous pouvez le dire aussi. Enfin, voilà. Donc après, c'est au libre arbitre de chacun, en lien avec l'équipe pédagogique. Donc tout ça, ça fait partie des grandes adaptations pédagogiques, mais c'est au cas par cas. Ça veut dire que ça se discute avec le référent handicap, ça se discute avec l'équipe pédagogique, ça se discute avec les formateurs. Et chaque fois, il faut pouvoir dire, voilà, moi j'ai besoin de ça. Nous, on ne veut pas savoir quel est le handicap, c'est pas notre domaine. En revanche, notre responsabilité, c'est d'apporter la solution pour aménager les conditions de formation et d'examen. Donc c'est ça en fait notre objectif. Non, écoutez, donc on va au travers de 2 exemples illustrer comment cet accompagnement est réalisé par nos équipes. Donc pour cela, on est parti de 2 exemples. Un exemple d'un stagiaire qui intègre un parcours de formation, de droit commun, avec 2 stagiaires qui ne seront pas en situation de handicap. Et puis un deuxième exemple au sein d'un dispositif dédié
avec un groupe de formation composé uniquement de personnes en situation de handicap. Donc, Nelly, je te laisse démarrer avec le premier exemple. Oui, alors on voulait vous présenter la situation de Sarah, qui a 39 ans et qui a été récemment licenciée pour inaptitude après 20 ans en tant que hôtesse de caisse dans la grande distribution. Et donc, elle a travaillé à un nouveau projet professionnel et elle rêve désormais d'être conseillère en insertion professionnelle pour elle-même accompagner, pourquoi pas, des futurs apprenants vers un nouveau parcours. Donc, son conseiller France Travail l'a positionnée sur une formation qui est proposée par le Greta. Et donc, elle arrive comme une apprenante classique, évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le cadre de l'inclusion, vers nos services. Et donc, elle est positionnée sur une information collective. Donc là, vous voyez les petites flèches un petit peu pour vous rendre compte du parcours de Sarah. Donc, dans un premier temps, elle participe à une réunion d'information collective pour, elle, bien comprendre comment se déroule la formation. Qui la finance, où elle se va se dérouler, combien de temps elle dure, qu'est-ce qui constitue en fait, quels sont les modules de cette formation et quel type de, enfin voilà, si elle va devoir faire un stage en entreprise ou pas, comment ça se passe pour valider l'examen. Donc ça lui permet aussi à elle de se projeter entre guillemets sur l'année qui va se dérouler pendant sa formation. Là, Sarah, si elle n'a pas de problème pour venir à l'information collective, c'est pas très grave si elle ne dit pas tout de suite qu'elle est en situation de handicap. C'est ce que disait Anne tout à l'heure. C'est pas une obligation. Néanmoins, il faut que ça réponde à votre besoin, pour pas que vous vous retrouviez dans une situation bloquante par la suite. Donc là, pour l'instant, si elle n'a pas de problématique pour se déplacer, par exemple, ou pour suivre l'information collective, là, nous, on n'a pas encore parlé. Après, lors de cette information collective, souvent, ce sont les coordinatrices des parcours de formation qui les animent. Elles invitent les personnes en situation de handicap à revenir vers elles au cours d'un entretien individuel de recrutement pour en parler de façon confidentielle. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc, quand elle est en face à face avec Louisa, on l'a appelée Louisa dans cet exemple, qui coordonne tout le parcours de formation, Sarah en parle avec elle, lui dit voilà, moi je suis en situation de handicap, j'ai été licenciée pour inaptitude parce que j'avais des problèmes de port de charge, par exemple. Donc, on imagine, par exemple, que Sarah, à force de manipuler des packs d'eau pendant 20 ans à la caisse, a des problèmes d'épaule et qu'elle ne peut plus porter beaucoup de choses. Et donc, elle confie un petit peu tout ce parcours à Louisa. Elle évoque peut-être son parcours avec le médecin du travail qui aurait posé des contre-indications médicales en lui disant attention, il faut que vous réfléchissiez à un parcours qui ne nécessite plus de port de charge. Donc, Louisa prend note de ces contre-indications médicales pour commencer à réfléchir à comment cela pourrait se passer pendant la formation et recueillir les besoins de Sarah tout au long du parcours et anticiper ce que je vous disais tout à l'heure, à la fois la partie pédagogique, la partie en centre, la partie en entreprise, jusqu'à la certification et jusqu'à l'emploi. Une fois qu'elle a posé toutes ces questions et qu'elles ont pu échanger sur la situation spécifique de Sarah, la coordinatrice, Louisa, ne va pas rester seule avec ces informations. Elle va également en parler avec le référent handicap et avec l'équipe pédagogique qui elle-même va mettre en œuvre la formation. Donc on en discute avec les formateurs pour exposer vraiment les contre-indications médicales et dire ah voilà, la stagiaire elle m'a dit qu'elle avait ça et ça comme problématique. Est-ce que dans vous, les cours que vous avez prévus, dans les modules qu'elle va suivre, vous pensez qu'elle va être confrontée à une situation problématique ou non? Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap pour qui tout va très bien et qui en règle générale n'ont pas besoin d'aménagement, et tant mieux. Mais quand c'est pas le cas, il faut effectivement qu'en amont on puisse nous prévoir à la fois l'aménagement des parcours et l'aménagement de tout le reste, ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc là, par
par exemple, imaginons que dans le parcours de Sarah, pour une raison X ou Y, il y ait besoin, par exemple, de porter des tables lorsqu'elle fait des activités en groupe avec des potentielles personnes qu'elle accompagnerait dans le cadre de sa reconversion vers ce nouveau métier, et qu'on se dise, mince, je vais pas pouvoir porter ces tables parce que j'ai une problématique de port de charge. Dans ces cas-là, on va imaginer, nous, à la fois avec l'équipe pédagogique et le référent handicap et la coordinatrice, comment on va pouvoir aménager ou contourner ce problème pour que Sarah puisse quand même suivre cette thématique dans le cadre de son parcours. Voilà, l'idée c'est de penser vraiment à tout, de pas penser que ce que je vous disais quand Sarah est assise derrière sa chaise en classe avec nous, mais aussi est-ce que de son déplacement le matin jusqu'à notre centre, elle est en capacité de venir, est-ce qu'elle est en capacité de rester toute la journée, est-ce qu'elle est en capacité d'aller jusqu'à la cantine quand on est dans un établissement scolaire par exemple, est-ce qu'elle est en capacité d'aller dans les sanitaires, est-ce qu'elle est en capacité de bien vivre avec le groupe, ça peut être aussi parfois des problématiques de groupe ou pas. L'idée c'est vraiment de réfléchir vraiment pas jour par jour peut-être, mais en prenant le planning un petit peu de toute la formation et situation par situation, de tout mettre à plat et d'aller jusqu'à sa future recherche d'emploi pour ne rien laisser au hasard et en tout cas pas oublier une difficulté qui pourrait être pénalisante. Une fois qu'on a tout réfléchi, concrètement, on remplit une grille spécifique qui va retracer un petit peu le parcours. Ça s'appelle la grille des besoins en fait que la GFIP a mis en place pour qu'on puisse à la fois faire les demandes d'adaptation ou d'aménagement qui seront nécessaires et également tracer un petit peu le parcours de Sarah et ne pas oublier quelque chose par exemple auquel on aurait pensé dans le cadre d'une réunion d'équipe avec l'équipe pédagogique. Une fois que Sarah est rentrée en formation, ce qui est très important et ce qu'on fait en règle générale avec l'accord de la personne, c'est de sensibiliser les stagiaires qui vont l'accompagner pendant tout ce parcours. C'est très important. Surtout quand c'est un handicap invisible où parfois les stagiaires vont être parfois mal à l'aise sur certaines réactions, vont pas comprendre pourquoi la personne elle vient que le matin et pas l'après-midi, ou pourquoi Sarah elle touche pas aux tables quand tout le monde les touche. Voilà, pour pas qu'il y ait d'incompréhension ou que chacun se dise dis donc elle a un traitement de faveur, elle c'est pas juste. L'idée c'est de vraiment jouer la transparence et de l'accompagner et que en règle générale tout le monde soit bienveillant avec Sarah. Très souvent, ça crée de chouettes liens d'ailleurs entre les stagiaires où certains vont tout de suite se proposer pour prendre des notes et pour aider leurs collègues. Donc voilà, l'idée c'est que chacun puisse comprendre la situation et l'accompagner le mieux qu'il soit à son niveau. Ensuite, le suivi tout au long de la formation, c'est ce que je vous disais également tout à l'heure, c'est des liens réguliers entre l'équipe pédagogique, la coordinatrice de l'action, pour qu'on puisse réagir tout de suite s'il y a une problématique qui survient. Alors ça peut être un aménagement qu'on n'avait pas anticipé, ça pourrait être un besoin que Sarah elle-même n'avait pas anticipé parce que des fois on s'en rend compte du besoin que quand on est en situation et on s'est dit ça je pense que ça va pouvoir se faire et puis au final on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et puis il peut y avoir l'état de santé de la personne aussi qui se dégrade pendant la formation et qui du coup rebat un petit peu les cartes de ce qu'on avait prévu initialement et on a de ce fait besoin de réaménager ou d'accentuer les aménagements qu'on avait prévus pour que la personne puisse poursuivre ou finaliser son parcours. Et enfin, une fois que la formation s'est terminée, c'est bien mise en place et que la personne que Sarah a passé ses examens, qu'elle a obtenu son diplôme, dans ces cas-là, on l'accompagne vers sa recherche d'emploi, comme on le fait pour tous nos stagiaires. Très souvent, on a des stagiaires qui signent des contrats de travail directement avec les entreprises qu'ils ont pu connaître par leur stage. Donc l'idée, c'est à la fois de faire de la sensibilisation parfois auprès des entreprises directement. Ça peut être l'orienter vers des partenariats qu'on a évoqué tout à l'heure pour justement qu'elles puissent aller vers des entreprises handies accueillantes. Voilà, c'est tout ce parcours main dans la main, on va dire, que l'on met en place
pour que tout le parcours soit sécurisé au maximum tout au long de la formation. Merci beaucoup Nelly pour ce beau parcours dont Sarah a pu bénéficier et qui a été accompagné par le réseau. On va vous présenter maintenant un second exemple, donc sur un dispositif particulier. Donc Anne, je te laisse nous parler d'Ernesto. J'ai pris l'exemple de Ernesto qui est entré là en septembre 2024 et qui est donc alternant en contrat de professionnalisation sur le titre professionnel employé commercial. Ernesto est arrivé de Colombie il y a quelques années et il avait déjà un bac. Alors Ernesto, il est sourd comme les 14 autres personnes du groupe, mais avec des degrés de surdité différents les uns et les autres. C'est pour ça qu'on dit les surdités, parce qu'ils n'ont pas une surdité. Et du coup, des comportements et des besoins différents à l'intérieur d'un grand groupe qu'on appellerait les sourds. Il arrive, il a un degré de surdité important, il n'entend pas. Il a un niveau de français qui est très bon pour quelqu'un qui est arrivé de Colombie, il s'est mis à l'écrit facilement. Donc il a un niveau A1, 2, ce qui est déjà bien pour pouvoir rédiger et comprendre des consignes et des textes. Il a un niveau A2 en langue des signes, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il maîtrisait la langue des signes colombienne, puisqu'il n'y a pas une seule langue des signes, mais il y en a par pays. En fait, chaque pays a sa langue, chaque pays a sa langue des signes. Donc, il avait on dirait la LSC, la langue des signes colombienne. Donc, il s'est très rapidement adapté pour maîtriser suffisamment bien la LSF pour pouvoir communiquer en France. Il a donc un bon niveau en langue des signes universelle, qui serait une espèce une forme d'espéranto, si vous voulez. Donc voilà, il arrive à communiquer et il est assez bien intégré dans la communauté sourde, qui est composée de dizaines d'associations avec plein d'événementiels, etc. Donc il connaît bien les acteurs du monde des surdites. Donc voilà la personne que nous accueillons donc au recrutement. Cette personne fait tout son parcours. Elle est orientée d'abord par Cap Emploi, France Travail, mais en l'occurrence ça a été Cap Emploi, qu'il a envoyé chez nous. Chez nous, il arrive, il n'a pas de projet professionnel. Il ne sait pas. Il a un bac, il avait moins de 30 ans à l'époque, quand il est arrivé. Et après tout ce parcours, il se dit qu'il faudrait qu'il trouve un projet professionnel. Alors, Ernesto est reçu par notre formatrice coordinatrice. Elle est entendante, mais elle maîtrise la langue des signes. Donc, elle est tout à fait capable de le recevoir. Et il va aller sur un dispositif conventionné par la région, qui s'appelle les compétences de base professionnelles, au cours duquel il va faire de la LSF, française donc, du français, des maths, français écrit, je veux dire, des maths, la bureautique, compétences numériques. Et surtout, il va bénéficier de 4 à 5 mois pour pouvoir définir un projet professionnel en France. Vers quel métier, vers quel diplôme éventuellement pour faire ce métier. Donc tout ça, il le fait dans ce premier groupe. Il est accompagné donc par la référente handicap et par sa coordinatrice. Nous, en fait, avant que s'ouvre chaque groupe, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on commence par penser évidemment à la compensation du handicap avec la GFIP. Donc on commence par faire une réservation d'interprète. Pourquoi? Parce que chaque fois que nos formateurs ne signent pas, il va falloir des interprètes. On en a quasiment tout le monde signe, mais ça peut arriver. Par exemple en SST. En SST, on n'a pas de formateur, secouriste sauveteur du travail. On n'a pas de formateur en langue des signes. Donc, on fait appel à quelqu'un qui a l'habilitation de l'éducation nationale, mais qui est entendant, qui ne signe pas. Là, on va avoir besoin d'un interprète. Donc, on fait la réservation pour ces types de cours, puis surtout pour les intégrations dans l'entreprise. Dans le parcours compétences de base professionnelle, il y a 2 stages prévus. C'est-à-dire que la personne va faire la définition du projet professionnel, mais on va aller vérifier en entreprise que le projet convient bien à la personne. Donc, il va aller passer 70 heures en entreprise. Et en entreprise, c'est pas forcément une entreprise avec des sourds. Donc, il va falloir des interprètes. Donc, nous, on fait des réservations d'interprètes auprès d'organismes d'interprètes et on évalue à peu près tant d'heures pour chaque personne. Et ensuite, on fait la demande auprès de la GFIP pour que la GFIP prenne en charge la compensation du handicap. Donc ça, c'est le Greta qui s'en occupe, c'est nous. Et aux dates fixées, normalement, les interprètes sont là. Donc ça, ce sont les stages en cours de compétences de base qui permettent de confirmer le projet. Et on a mis en place donc les interprètes.
On a mis en place une médiation avec les entreprises, avec les tuteurs. Ça veut dire que la formatrice est une personne en fait qui est à la croisée des chemins. S'il y a un souci pendant le stage, le tuteur peut l'appeler, le stagiaire peut communiquer avec elle. Alors comment il communique avec elle à distance? Par des applications qu'il y a sur téléphone ou ordinateur, dont une qui est très connue qui est Roger Voice. Il suffit que chaque source se connecte à Roger Voice et la formatrice entend l'appel ou le voit. Et donc, ils peuvent communiquer par langue des signes. Une fois qu'elle a fait ça avec le stagiaire, elle voit avec le tuteur, par téléphone ou en visio, ou le contraire. Elle commence par le tuteur, enfin peu importe le sens, mais en tout cas, elle peut communiquer avec les deux. Via tous ces outils, en fait, numériques. Voilà. Et puis, on vérifie aussi beaucoup tout ce qui va toucher à l'aménagement du poste du côté employeur. C'est-à-dire que déjà, on remplit bien les missions du stage. Et puis, si par exemple, il y a des sourds qui ont un autre syndrome qu'on appelle le syndrome de Usher. C'est-à-dire que leur champ visuel, c'est lié à la surdité, hein, leur champ visuel se rétrécit et à terme, certains peuvent devenir aveugles. Bon, s'il y a une adaptation de poste à cause de Usher, il faut qu'on prévienne aussi le tuteur et lui dire, avant l'accueil de notre stagiaire, ce qu'il doit mettre en place lui aussi, et on le met en lien avec la GFI. Une fois que tout ça c'est fait, Ernesto, il a fait ça l'an dernier, en 23-24, et cette année, en 24-25, il est passé, en fait, à l'issue de son stage, lui, il a dit, moi, en fait, j'ai envie de travailler dans le commerce, et donc j'ai envie de rentrer dans le titre professionnel employé commercial, en LSF, que nous faisons ici, pour devenir employé libre-service. Donc, du coup, il est rentré dans la formation en alternance chez nous en contrat de pro. Et là, pareil, on a remis en place, alors on travaille avec la FNAC, Monoprix en particulier. Et donc, chacune de ces deux entreprises adapte les postes, commence à connaître, parce que ça fait quasiment 10 ans qu'on fait ce type professionnel avec ces entreprises. Donc, on met en place les aménagements, les entreprises l'ont fait, et les entreprises viennent, une fois par mois, vérifier avec les stagiaires que tout va bien. C'est-à-dire que ça se passe bien au magasin, ça se passe bien avec les clients, ils comprennent bien, il n'y a pas de problème en interne, et puis que ça se passe bien aussi en formation. Donc c'est l'Opcommerce qui finance cette formation, et nous on aménage les examens. Donc l'aménagement des examens, ça va être qu'ils vont préparer leur épreuve comme tout le monde, et nous en fait on a réservé déjà, au mois d'octobre, j'avais déjà réservé en 25 pour octobre 26, en fonction du nombre de candidats qu'on va présenter, j'ai réservé le nombre d'heures d'interprétariat nécessaires. Donc on sait qu'il faut 3 heures pour cette épreuve, qui n'est que orale, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 3 heures d'interprète. Donc le jury va se passer dans nos locaux avec des jurys qu'on va sensibiliser à l'avance lors d'une rencontre qui est prévue, et les stagiaires, les candidats, eux, ils auront chacun 2 interprètes pendant les 3 heures. Donc ça va permettre des interactions entre les deux. À partir de là, ils vont valider totalement ou partiellement leur titre professionnel, et ensuite on va les accompagner vers l'emploi, soit dans les entreprises, mais il n'y a pas obligation de recruter en apprentissage ou en contrat de pro, mais on va les accompagner vers la recherche d'emploi. Donc pour l'instant, Ernesto, on pense qu'il va bien se débrouiller parce qu'il est très vif et il comprend très vite. Donc il s'adapte très bien. Donc a priori, tout se passe bien pour lui à la FNAC. On pense qu'il va valider son titre professionnel. Et puis ensuite, on va l'orienter vers notre fichier client qui est assez consistant sur le commerce. Voilà. Et on fera les retours après à Cap Emploi, la GFI, on fera tous les bilans qu'il faudra pour dire que si on met un minimum de compensation en place, si on fait un minimum de suivi et si on fait suffisamment d'individualisation des parcours, en fait, finalement, les personnes en situation de handicap trouvent complètement leur place, quoi. Donc, vous avez vu à travers ces deux exemples comment notre réseau peut, avec des dispositifs qui vont être différents selon les sites, selon les structures, selon les situations, selon les besoins, comment nos structures peuvent accompagner les personnes en situation de handicap.
Pour terminer notre propos, l'accessibilité n'est donc pas une option, c'est un droit. Et donc, le réseau de la formation professionnelle œuvre quotidiennement pour développer l'accessibilité. Et puis, bon, effectivement, on est dans une démarche d'amélioration continue, donc faire en sorte de pouvoir intégrer de plus en plus les personnes en situation de handicap au sein de nos formations. Alors, vous allez retrouver les contacts, donc toute notre offre de formation est consultable sur les sites internet de nos structures. Donc, aujourd'hui, nous avons 10 GRETA implantés sur les 3 académies. Donc, Académie de Créteil, vous avez 3 GRETA, un CFA Académie, qui est une structure GIP qui peut accueillir des personnes en bilan de compétences, pour la VAE également, la validation des acquis de l'expérience. Sur Paris, vous avez non pas 2 mais 3 GRETA et un CFA Académie. Et sur l'Académie de Versailles, vous allez retrouver 4 GRETA, un CFA académique et également une structure GIP qui va accompagner les personnes en situation de handicap, notamment pour des dispositifs de VAE. Ce que je vous disais, donc 3 académies, 8 départements, ça représente 380 établissements puisque nous n'avons pas fait une présentation institutionnelle de notre réseau, mais la particularité du réseau de la formation professionnelle, c'est que nos formations se déroulent dans des établissements scolaires, donc généralement des lycées professionnels, des lycées technologiques, des lycées généraux, parfois dans des collèges également, et on peut avoir des sites dédiés. Nous accueillons, à ce jour, nous avons formé 45 000 stagiaires répartis dans 10 GRETA. Et donc, en scannant, donc vous allez pouvoir retrouver notre offre de formation. Donc, j'embrayerai juste après sur la question de Catherine, donc qui nous pose la question de savoir, pour une personne qui aurait un handicap intellectuel, est-ce que nous avons des formations accessibles donc pour des personnes qui auraient un niveau d'études extrêmement faible, et comment les trouver? Donc je réponds donc la première partie, comment les trouver, en consultant l'offre de formation de nos différentes structures. Oui, alors il faudrait effectivement avoir un peu plus de détails. Je ne sais pas si vous pensez à des publics qui sont en ESAT par exemple ou en IME, mais ce sont effectivement des publics que nous formons, soit directement en allons formés en fonction des besoins en ESAT, sous forme de petits groupes. Très souvent, on fait de la formation en savoir de base ou ce genre de choses. On fait aussi de la sensibilisation à l'outil Internet également. On peut faire des thématiques sur les addictions. Enfin, on a tout un catalogue qui, du coup, peut être développé soit directement au sein des établissements spécialisés ou alors des personnes qui seraient accueillies au sein de nos établissements. Si vous voulez avoir un petit exemple de ce qui se fait, je vous mets en lien directement dans le chat l'une des offres du Greta Météor sur les savoirs de base et la vie quotidienne. C'est développé également sur cette activité sur l'Académie de Créteil. Donc ça dépend un petit peu des besoins et de la typologie du public. Ça sera vraiment à échanger avec vous de façon plus précise pour vous mettre en face l'offre de formation, parce que on a notre catalogue, mais on a aussi des réponses sur mesure qu'on peut faire en fonction de vos besoins. Catherine, est-ce que cette réponse vous convient? Oui, je confirme aussi. On intervient effectivement dans les ESAT, au Greta Météor. C'est notre pôle aussi qui fait ça. Et soit on le fait en ESAT, soit ce sont les personnes des ESAT qui viennent sur notre site. Mais par ailleurs, est-ce qu'il existe des formations accessibles en individuel? Si vous voulez candidater en individuel, ça peut exister effectivement. Il faut en revanche bien regarder dans les catalogues, parce qu'il y a des formations dites conventionnées, par exemple, qui visent des publics, je pense aux compétences de base en général, ce sont qui se font aussi au Greta Météor, qui visent en fait à des publics qui ont un niveau infra-CAP. Donc par exemple, là c'est la région qui prend ça en charge. Donc ça, c'est tout à fait possible que ça existe, et le recrutement se fait par rendez-vous, comme a décrit Nelly tout à l'heure, recrutement, entretien. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de base à ce niveau-là, puisque justement, il n'y a pas de niveau évalué. Donc,
c'est lors de l'entretien, on veut voir le projet de la personne plutôt dans ce cas-là. Pourquoi est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle cherche, et est-ce que nous, on peut répondre à ses besoins. Donc, des formations accessibles, il y en a. On peut se positionner individuellement. Il y a des dispositifs régions qui peuvent répondre à ces besoins-là. De toute façon, je pense qu'il faut que vous ayez en tête que sur le principe, on étudie au cas par cas chaque situation. Donc, faut pas se mettre de frein, en fait, si vous souhaitez vous positionner ou orienter des candidats. On réfléchit à chaque fois, situation par situation, projet par projet, contre-indication par contre-indication, pour faire notre maximum, évidemment, pour qu'une personne puisse rentrer en formation, quelle que soit sa problématique. On n'a pas de baguette magique non plus, évidemment. Donc, quand vraiment il y a des contre-indications trop fortes et qui du coup mettent en péril le parcours ou mettraient en péril la personne, en sachant très bien que voilà, qu'il n'y aurait pas du tout de réussite au diplôme. L'idée, c'est que ce soit une réussite. Donc, dans ces cas-là, des fois, on a quelques limites mais bon, en règle générale, on arrive quand même à trouver des solutions assez innovantes qui nous permettent d'accompagner les personnes au maximum dans leur projet. Très souvent, on reçoit aussi les personnes pour leur permettre d'affiner leur projet ou de déconstruire certains projets sur lesquels elles auraient des représentations. Je pense à un exemple d'une stagiaire qui se positionnait pour être faire enseignement un CAP EPE, donc enseignement le CAP petite enfance qui est plutôt connu. Et puis donc on commence à réfléchir avec elle à ce parcours, à échanger avec les formateurs, et puis on se rend compte qu'en fait elle n'est pas particulièrement attirée par la petite enfance, et on l'a réorientée vers un autre métier vraiment qui lui permettait d'être dans les danses toujours, mais avec d'autres publics, plutôt un public âgé ou un public en situation lui-même de handicap. Mais où vraiment la petite enfance au final ne lui plaisait pas, parce que comme tout le monde, des fois on voit qu'un petit bout du métier qui nous intéresse. Donc c'est aussi notre rôle de construire et déconstruire ce qu'on pourrait avoir comme représentation. Merci Nelly. Donc nous avons une seconde question. Donc Fan Vassan qui nous demande si nous avons des formations de courte durée pour les seniors. Écoutez, je veux bien y répondre. Alors donc, en fait, on fait pas de catégorisation en fonction d'âge. Nous avons des formations que l'on va appeler certifiantes, qui vont être plutôt de moyenne et longue durée. Et puis, on peut également proposer des formations qui vont être plutôt professionnalisantes, où là, l'objectif va être d'acquérir une compétence sur un champ très précis. Et donc, à ce moment-là, on va être sur des durées beaucoup plus courtes. Donc, j'allais dire, l'offre de formation de notre réseau couvre beaucoup de secteurs d'activité. Du niveau de formation, on va aller du niveau infra-CAP, où généralement, on va aller jusqu'au Bac+3, qui va être notre champ de compétences. Et nos formations peuvent aller de 3 heures à des formations sur 9 mois à 2 ans, selon les modalités de suivi. Si vous êtes sur une formation en apprentissage, effectivement, on peut être sur des formations qui vont aller jusqu'à 24 mois. Moi, je voudrais intervenir sur les POI, Christelle. C'est-à-dire, effectivement, ce sont des formations courtes. Donc, je m'adresse à Madame Femme. Donc, il y a des formations courtes qui existent et qui peuvent être mises en place par Cap Emploi. Cap Emploi essaye en tout cas de monter des formations avec des entreprises. Et l'objectif, en fait, c'est que ces POI durent pas plus de 400 heures. Ça veut dire que ça fait 4 mois. Et il y a une alternance dans les 4 mois, à peu près 50% chacun, en centre de formation pour acquérir les compétences, développer les compétences du métier, et en entreprise. Donc c'est d'alternance sur très peu de temps, 4 mois maximum, 400 heures maximum. Et pourquoi ça s'adresse à des seniors? Parce que ce sont souvent des gens qui vont dans les POI, enfin c'est ce que j'ai vu avec les situations de handicap, ce sont plutôt des gens qui ont une expérience professionnelle, qui pour X raisons ne peuvent plus faire le même métier, et qui du coup doivent se réorienter. Alors la POI s'adresse à des gens qui ont cette expérience et à laquelle il manque quelques compétences pour pouvoir se reconvertir dans un autre emploi. Voilà. Donc pensez à ça. Cap Emploi donc gère ça. France Travail aussi. Donc si vous êtes à France Travail ou si vous êtes suivi par Cap Emploi,
Vous pouvez vous rapprocher d'eux, voir quel type de POI ils mettent en place ou ils comptent mettre en place. De rien. Après, il peut y avoir aussi des validations de parcours via la VAE si vous avez de l'expérience et que vous souhaitez valider toute cette expérience que vous avez acquis de par voilà les années que vous avez travaillé sur un métier. Ça vous permet aussi d'être accompagné et de valider peut-être juste un petit module qui vous manquerait, retourner en formation pour un tout petit module qui vous manquerait pour valider tout un diplôme entier ou un titre professionnel. Ça peut être aussi un moyen d'accéder rapidement à une certification en se formant dans un temps restreint. Donc ça, pareil, si vous pouvez prendre rendez-vous auprès de nos services pour étudier les situations. Moi, je voudrais préciser quand même encore une chose, c'est que pour avoir accès à des formations financées, il vaut mieux avoir la RQTH, si c'est possible, avoir la RQTH, faire toutes ces démarches auprès de la MDPH, et se faire suivre par Cap Emploi. Ça, c'est vraiment très important. Pourquoi ? Je ne sais pas si c'est les cas des personnes qui nous écoutent, mais Cap Emploi, son objectif, c'est absolument pas le financier. Hein. Les allocations, tout ça, c'est France Travail. En revanche, Cap Emploi, ses missions, c'est d'accompagner les personnes en situation de handicap, après longue maladie, tous les types de situations possibles. C'est d'accompagner les gens, donc ça veut dire qu'ils les connaissent, ils ont des rendez-vous, ils font des ateliers de TRE, on refait le CV, on fait des lettres de motivation, on travaille le projet professionnel. Quand Cap Emploi peut vous orienter vers une formation, ils ont fait une POI, par exemple, ils peuvent vous orienter vers une formation en POI ou plus longue. Mais Cap Emploi ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que Cap Emploi, une fois que vous avez validé votre projet professionnel de reconversion, que vous avez fait une POI ou que vous avez fait une formation, quand vous entrez en emploi, Cap Emploi continue à vous suivre. C'est-à-dire que Cap Emploi va continuer à suivre les personnes qui étaient en reconversion, il va les accompagner encore pendant 2-3 ans dans l'emploi, de manière à assurer un soutien, un accompagnement et aussi auprès de l'entreprise. Donc Cap Emploi, c'est vraiment, je dirais, un partenaire important pour les personnes en situation de handicap. Il ne faut pas le négliger. Anne-Nelly, est-ce que vous avez un dernier propos pour clôturer ce webinaire ? Prenez rendez-vous, prenez contact avec les centres, ne vous mettez pas de frein. On est là pour réfléchir avec vous aux solutions qui pourront vous être facilitantes pour vous former. Je pense la meilleure façon d'envisager son parcours et de pas se dire que c'est réservé qu'aux autres, mais que nous aussi, on a tous besoin d'être formés au moment de notre vie professionnelle. Et que ce serait dommage de s'en priver. Eh ben, merci Anne. Mais écoutez, j'espère que ce webinaire est instructif pour vous et que vous avez compris qu'effectivement, la première chose, c'est vraiment ne pas hésiter à prendre contact avec nos structures et de faire part de votre besoin, parce que c'est à partir de l'expression de vos besoins qu'on pourra vous accompagner au mieux dans votre projet de formation. Au nom de toutes les trois, donc je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite une excellente fin de soirée.